Alors que la discussion commence, Louis-Charles, c'est à toi. Alors, bienvenue. Alors, cette discussion va tourner autour, évidemment, des données d'affaires et de l'analytique des données d'affaires. Je vais donner la parole à chacun des participants pour qu'ils nous rappellent un peu ce dont ils ont parlé. Alors, d'abord, Alex Velasquez, dont la présentation s'appelait les rôles de l'analyse d'affaires dans l'analytique des données d'affaires avant, pendant et après. Alex, qui nous avait partagé la fascinante histoire de son parcours dans l'univers de l'analyse d'affaires avec ses multiples certifications en un peu plus d'un an et demi et ses réflexions et le partage de son expérience sur les techniques et les mindsets nécessaires pour faire de l'analyse d'affaires en analytique de données d'affaires nous a permis de mieux comprendre les défis et les enjeux. Alors, Alex, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de ce que tu nous as présenté? Alex. Il est disparu. Sure. So I can talk to, first of all, guys, thanks for putting up with my English. I'm very happy that I understand everything, at least everything that's being said. I promise that one day I'll get the confidence to do this in French. I'm just not there yet. In terms of where we're at with business analysis, the idea of kind of the potential, the opportunities, some of the challenges. The potential for sure, of course, is, at least from my perspective, that IIBA certification. I think that's something that's still, a lot of people contact me on LinkedIn or through these sessions and they say, you know, what's a great way for me to transition myself into a business data analytics role? And I always recommend, because anything that has that IIBA stamp of approval, it's very strong. And I have to say that exam wasn't very theoretical. It was very, very hands-on. And if you can learn and have that skill set and that expertise in your tool set, it's very, very marketable. And I thought I was a data analyst, but until I took that exam and got that certification, did I understand the expectation of what it means to be a business data analyst. So in terms of opportunities, if you're looking at a way to differentiate yourself, to maybe start shifting your role, or to just expand your business analysis skill set into business data analytics, absolutely, that IIBA certification is something you want to get under your belt. Also, what I like about business data analytics is a lot of my role is as a consultant going onto projects. An ongoing theme happens every time is it's usually driven by the strongest personalities. Even this last week, it's personalities that are very, maybe they've been doing this a long time, or they just have strong personalities. They tend to drive projects in a certain direction. And sometimes people who are shy, but are very, very knowledgeable, don't have that confidence to speak up in meetings. And I find data analytics has been very, very helpful in that perspective. And I talked about this in my sessions, just kind of sharing my screen and showing guys, this is what the data is telling us. So I find people, when you put this evidence-based decisions in front of them, it brings people together, and that it doesn't have to be, I think we should do this, or I think we should do this. The evidence is there, and people take a step back and they analyze it, and they say, okay, so if we were to do this, then this should happen, and then we can try this approach. And I find it brings people together, and you can kind of holistically work through a solution. So I have to say, as a business analyst, helping facilitate our roles, it's been very, very, very helpful. In terms of some of the constraints, I was talking a little bit about in that corporate culture is still, as BAs, we need to facilitate change. That's just part of our role. And I see it time and time again, especially people who have been doing this, the more senior resources. When you ask them, why
why are we doing that? The answer is usually just because we've always done it that way and it works. And so that's always a little bit of a challenge, kind of bringing in these new ideas, saying the data is driven, the data says to do this, but they say, okay, you know, my instincts, I've been in this business for 20 years, my instincts, you know, I got us here. So, you know, I like what you're bringing to the table, but please don't try to tell me how to run my business. Little things like that. People are used to doing things a certain way, that facilitating change. And the last constraint I would say, which is an ongoing challenge that I have, you're dependent on elements that are outside of our control, things like technology. A common question people ask is, you know, what kind of technologies can I use for my data analytics? You know, there's the Tableaus or the business objects of the world, but you're restricted to what those organizations are using. So even if, you know, there's these great tools out there, it's not as though organizations have those in those standard tool sets. I know with my client now, there isn't a lot of strong analyticals. So I'm using Excel and I'm building whatever I can using Excel technology. And that's a little bit difficult to work with, but it's not as though I can just ask these IS groups, can you adopt these new technologies and work those into your mainframe? It's not that simple. And data quality. I kind of made the point that if you have garbage data in, you will make garbage data decisions. It's just that simple. And that's outside of your control. As much as you want to promote, you know, governance, auditing, and data quality rules, data strategies, data architecture, that's, you know, as BAs, we can have our opinion, but it's not really for us to lead those kinds of decisions. So we're dependent on those kinds of things. All in all, the potential is huge. Everything's going to be data driven. There's an incredible amount of data out there. So of course you want to keep a very focused effort and keep everything going in the right direction. And that's my 2 cents on this whole topic. Thanks, guys. Thank you, Alex. Merci pour ce petit tour d'horizon. La deuxième présentation qu'on a eue, c'était Serge Joligny, l'analytique des données d'affaires, une science numérique. Alors, Serge nous a montré le parcours de l'analytique et comment on peut maintenant l'utiliser et comment les possibilités vont bien souvent au-delà de ce qu'on pense habituellement. Alors, Serge, si tu peux nous donner un petit survol de ce que tu nous avais présenté. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Charles. Puis bonjour à tous. Essentiellement, la présentation que je faisais il y a 2 semaines, le point que je faisais, c'est que l'analytique de données a un énorme pouvoir. On a vu qu'elle avait le pouvoir de changer des organisations, mais encore plus que ça, elle a le pouvoir de changer des pans entiers de l'économie. Un des éléments que je soulignais, c'est que ce n'est pas la première fois qu'une technologie a ce pouvoir-là dans la société. Et je l'ai illustré avec la situation mettons, des années 60 jusqu'à aujourd'hui, en ce qui a trait à la chute du prix du calcul, le fait que la technologie de cette époque-là avait fait dramatiquement chuter le prix de faire des calculs et qu'est-ce que ça l'a amené économiquement pour la société, non seulement en termes d'en faire plus, d'en faire des meilleurs, puis de les faire plus rapidement, mais ça a même été jusqu'au point de recaster, si vous me permettez l'expression, mais projeter des solutions existantes, les transformer en termes de solutions calculées. Donc, c'est très, très puissant comme mouvement quand on le regarde sur les quelques décennies où ça s'est passé. Puis, mon argument, c'est qu'on est sur le point d'assister à quelque chose de similaire avec le prix de faire une prédiction. L'analytique de données nous place dans une situation où on peut faire des prédictions de façon beaucoup moins dispendieuse. Ça devient de plus en plus cheap de faire une bonne prédiction. Et donc, on peut penser que si c'est peu coûteux d'en faire ou si de moins en moins coûteux d'en faire, on va en faire beaucoup plus, on va en faire des meilleurs.
Et on va apporter des changements majeurs pour nous explorer ensemble différents changements qui sont, je pense, assez prévisibles, là, qui ne sont pas nécessairement là aujourd'hui, mais qui sont assez prévisibles pour les prochaines années, et les conséquences de ces changements-là. Donc, parmi les conséquences, on a vu qu'on peut s'attendre à ce que si on peut maintenant faire des prédictions de façon cheap, plus rapidement, puis de meilleure qualité, bien, là où on fait des prédictions de la vieille façon maintenant, il faut s'attendre à des changements. Il faut s'attendre à ce qu'on cesse de les faire, puis en particulier si on a des équipes puis des humains qui font des prédictions, c'est leur travail de faire des prédictions, puis on a des algorithmes qui sont de mieux en mieux capables de faire des prédictions similaires, ben, on peut s'attendre à ce que c'est des types d'emplois qui vont être remplacés par des algorithmes. Donc, c'est le principe du substitut en économie, là. Donc, si le beurre devient à la mode, la margarine va perdre sa valeur parce qu'on ne met pas du beurre et de la margarine sur nos toasts. Puis, en parallèle, ben, on peut aussi prédire que tout ce qui complémente, puis je reprends mon exemple du beurre, là, donc si, ou par exemple, l'exemple que je donnais par exemple dans ma présentation, si les toasts sont à la mode, bien, on peut s'attendre que le beurre de pinot va être à la mode aussi parce que c'est deux produits qui se complètent, qui ne se compétitionnent pas, mais qui se complètent. Mais ça peut être un peu la même chose avec les prédictions. Puis je vous disais que je vous partageais que le complément de faire des bonnes prédictions, le complément de ça, c'est le jugement. Parce que les prédictions ne seront jamais parfaites. Il va toujours y avoir des faux positifs, des faux négatifs. Et donc, ça va toujours demander un jugement. Il y aura toujours de la place pour le jugement humain pour dealer avec ces cas-là qui vont être la conséquence là, de l'automatisation des prédictions. Et les conséquences de ces cas-là vont dépendre de à quoi on applique les prédictions. Des endroits où ça aura peu de conséquences, mais il y a des endroits quand ça implique la vie humaine, la santé, quand ça a des conséquences économiques importantes. On peut s'attendre à devoir aiguiser le jugement. Puis on peut, je pense, prévoir facilement là, qu'il y a une demande qui va être là de plus en plus grande pour ce type d'application du jugement. Puis on peut s'attendre probablement à un déplacement de main-d'œuvre dans ce secteur-là. Un peu comme on l'a vu, que je montrais avec le prix du calcul, avec l'automatisation, puis la venue des centres de calcul, de la micro-informatique aujourd'hui, puis aujourd'hui, on a ça dans notre téléphone, là. Ça aussi, ça a déplacé des emplois, puis on peut s'attendre un peu à la même chose du côté des prédictions. Donc, c'est ça, j'ai essayé de l'illustrer avec des exemples concrets. Je vous laisse simplement avec le fameux brevet d'Amazon, ça fait déjà 8 ans, et qui montre qu'on peut vraiment, je dirais, virer une compagnie à l'envers avec ça, là. Donc, quand on comprend bien, quand on saisit bien la capacité d'une analytique de données bien organisée, on peut vraiment transformer nos organisations. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Merci, Serge. La troisième présentation qu'on a eue, c'était celle de Nabil Bettinajé, de Janet, excusez-moi, je ne prononcerai pas ton nom en une deuxième fois. La visualisation des données, un moyen de communication des résultats de l'analyse des données d'affaires. Donc, en s'appuyant sur un épisode passionnant de l'épidémiologie, Nabil nous a montré l'importance de choisir les modèles de représentation de données. La puissance des données se révèle grâce au choix de la bonne manière de les présenter. Alors, Nabil, présente-nous ce que tu nous avais présenté. Disons, ce que j'ai présenté, c'est vraiment la puissance d'utiliser les visualisations pour expliquer une problématique à des gens qui veulent comprendre, disons, et les pousser à faire une action. The purpose of what we do
in visualization and data visualization is really to take all the hard work that everybody does to get to a point that we have results and we're looking at them and choose the right representations to help executives understand what we're talking about, or any audience for that matter, understand what we're talking about and move forward. Alex talks a lot about the personality cult, or this is how we do things. When we show data in a way that's easy to understand and easy to consume, it becomes a lot simpler to get to decisions. We still have personalities, we still have people who will not, this concept of data-driven is much more than just, we put data in front of people, but it makes it a lot simpler. Another point to take into consideration, and I'm just going to state that if you want to just jump to the next chart, when we talk about visualization, and I see this one here, where are we? If you can just click this is where we are, give or take a couple of parsecs. What I mean by that is, what I'm talking about here is my opinion, and I think everyone does this disclaimer and says, hey, this is who we are, this is what we're presenting. I'm talking, this is the view I have, given the experience I've had over the past so many years and the white hair that I have. But it's my perspective, it's not necessarily representative of any one position or anything to that matter. But one thing I love about this visualization or this picture is the fact that if you think about it, nobody has been up there to take or draw or do this. Someone had enough imagination and curiosity to think, how does the universe look like? How does the Milky Way look like? And let me draw this. And it has went through a lot of science. This is not just something that came out of somebody's hat. You can see the names on the bottom: NASA, GPL, Caltech, and that have contributed to this, which means this has been through a lot of reviews and a lot of discussions on, is this where we are? This is who we are. This is what the universe looks like. This is what the Milky Way would look like from a different viewpoint. And this is what we try to do when we're looking at data, which is to present a viewpoint that makes it easy for people to understand things. Now, if you can go to the next slide, if you want to summarize the potentiel contraintes et opportunités, the next one, please, if possible, or before. It says, the key points that we have is il y a eu une accélération dans les disruptions ou dans les ruptures technologiques. We talk about predictions being cheaper. We talk about les calculs qui sont beaucoup plus rapides. Mais maintenant, on arrive à un moment où les choses sont tellement vite. On parle maintenant de cryptocurrency, 5G, on parle de beaucoup de choses qui arrivent en même temps. C'est incroyable, la vitesse que les choses y vont. Because of that, now we have larger and larger data sets. Some of them labeled, some of them not labeled. We talked also in one of the presentations, I believe it's Alex, that talked about descriptive analytics, diagnostic analytics, predictive analytics, and prescriptive analytics. Where we are right now and where we see the big battle today, given that predictions are cheaper, as Serge said, is in the predictive analytics area. So there's a lot of push right now in predictive analytics, and that's what I would call right now the current battlefield of where things are. There's a lot of work going on in prescriptive. However, that's more the future. If you think of one example of prescriptive, think about self-driving cars. You want to predict things, but you want the car also to act on those on its own. Now, all of these things have made it so that now we have other issues. With all this data being out there, and many of it being personal type data, we have the issue about l'inclusion, l'exclusion, toute la discussion sur l'éthique. What's right, what's not right, what should companies do, what shouldn't they do, what should we enshrine in law, and what should be left up to companies to manage on their own. We're seeing a global competition. So, and we've even seen fight. It's not just competition. It's not right now we've seen Huawei, the issues around Huawei. We're seeing TikTok being banned in the US. There's a lot of this business about, how do we,
like the world was one or was getting closer to being one. Now we're seeing a separation based on a jurisdiction basis. We're also seeing what I would call a lot of changes in data privacy. This relates to the exclusion that I mentioned earlier, and it relates to governments catching up with, oh, well, wait a sec, some companies have a lot of information about our people. We want to protect it. We don't want to protect it. What's allowed and what's not allowed. Avec le développement de la technologie, on a eu ce que j'appelle une démocratisation des sciences de données. Les outils sont beaucoup plus accessibles. Ce qu'on peut faire maintenant est vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant. On peut jouer avec des terabytes de données dans quelques secondes. On peut visualiser des millions de points de données d'une façon rapide. On peut créer des modèles d'une façon presque automatique. Si on regarde, si on s'en va vers Amazon ou on s'en va chez Google, il y a des outils comme AutoML où tu rentres les données, tu as un output. Mais ceci cherche, disons, ou nous donne des risques qui sont réels. The fact that you can have anyone create a model without necessarily understanding how that model works or what are the interrelationships between the different variables and what everything means does create a problem. I will go into meetings with people and they tell me, well, I know how these algorithms work, or I've studied them in university. And I'm like, okay, good. So why are you talking to me? Like, if you can do it on your own, all the power to you, but have you thought about all these things? And there's always, what I would use the word danger in giving very advanced tools to people, because it's an advantage, but if used improperly, it can create a lot of problems. You get what I would use faster problems happening. And je vais devoir t'interrompre, Nabil, parce que c'est un peu long, mais okay. Est-ce que tu peux conclure? Oui, c'est conclure. Disons, Okay. la dernière point, c'est all of this, the real challenge for all of us is how do we link all of this technology to the business? That's it. This is the role of the business analyst into all of this, and how the business analyst and data analyst work together. Excellent. Merci beaucoup. Désolé de t'avoir interrompu, mais... Non, c'est bon. Je trouvais intéressant ce que tu disais parce que je vais pouvoir faire le pont un peu avec les questions que j'avais. Quand on regarde les présentations que vous avez faites et l'évolution de l'analytique depuis le début, on ne peut pas s'empêcher de penser à toutes ces nouvelles de science-fiction qui nous parlent de menaces à la sécurité ou de notre information et l'intégrité de nos données. Je me souviens, il y a 20 ans, je lisais le Data Warehouse Lifecycle Toolkit de Ralph Kimball, dans lequel il discutait de l'importance de faire l'analyse d'affaires avant de démarrer les dossiers d'analyse. Et puis, il semblerait maintenant qu'avant de monter les bases de données, les rôles se sont beaucoup spécialisés depuis, puis maintenant, on fait beaucoup d'analyse d'affaires avant de monter les bases de données, c'est-à-dire qu'on a l'information est déjà toute digérée, puis c'est vraiment le travail de l'analyste de trouver quelle partie de l'information je vais aller chercher. À lecture plus récente, je lisais un ouvrage de Homo Deus de Yuval Noah Harari qui parlait de comment l'âge de l'information va transformer profondément le sens de la vie humaine parce que les questions qu'on va se poser dans peut-être 100 ou 200 ans vont être tellement étrangères à ce qu'on se pose maintenant qu'on ne peut même pas imaginer ce qu'elles sont. Ça va un peu dans le sens de ce que tu disais, Nabil, où l'information devient tellement importante que là, il y a des dangers de transformation. Alors, heureusement, on n'en est pas encore là, mais justement, où en sommes-nous si, depuis Kimball, l'analyse d'affaires est fondamentale à l'analyse des données? Comment les analystes d'affaires vont-ils pouvoir se positionner en tant qu'experts pour tirer la pleine valeur de ces données-là, tout en gardant une expertise propre? Je ne sais pas à qui je pourrais donner peut-être la parole la première fois, peut-être si quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus. Serge? Tu es sur mute. Oui, c'est ça. Je peux me lancer.
Encore une fois, je pense qu'on peut s'inspirer du passé. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir dans l'avenir, puis il va falloir les vivre pour les prévoir, puis il va falloir réagir. Puis je parle collectivement, là, quand je dis ça, il va falloir réagir à chaud au fur et à mesure. Mais en même temps, je pense qu'on peut, si on comprend bien d'où on vient, si on comprend bien le passé, je pense qu'on peut quand même avoir des pistes pour s'adapter. Quand des nouvelles technologies, tu sais, là, je ne vais pas remonter quand même trop loin, là, mais si on remonte à l'industrialisation en Grande-Bretagne en 1800, puis comme un exemple, puis mettons, moi j'ai donné l'exemple dans ma présentation de l'arrivée de l'informatique dans les années 60, mais ça a été, c'est des déplacements. L'être humain ne disparaît pas, le besoin de main-d'œuvre, le besoin d'expertise pour faire avancer la société ne disparaît pas. Par contre, il se déplace. Puis, si on peut prévoir un peu où il va se déplacer, bien, on a l'information qu'il faut pour se positionner puis en tirer profit. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut se tenir à jour aussi. Fait que si je ramène ça concrètement aujourd'hui avec l'analytique de données, bien, en analyse d'affaires, c'est de s'assurer qu'on développe ses compétences là-dedans, qu'on apprend à quelles sont les bases là-dedans, quelles sont les choses importantes. Ça ne veut pas dire qu'on devient des experts, mais qu'on en maîtrise assez les concepts pour se repositionner, pour être capable de suivre l'évolution. Pas rester en arrière, mais comme être capable de suivre la vague. Mais ça nous amène à mettre à jour nos compétences, puis on ne peut pas s'asseoir en disant, ben là, j'ai ces compétences-là, puis je vais finir ma carrière comme ça. Ben non, il faut se mettre à jour, il faut amener nos compétences au bout du jour avec ces nouvelles techniques-là, cette nouvelle science-là. C'est un peu un des paradigmes du 21e siècle, c'est-à-dire d'avoir à constamment mettre à jour ses connaissances, alors qu'avant, on avait la capacité de dire, bon, j'ai appris ça, je peux faire ma carrière avec ce que je connais. Puis, avec l'accélération dont parlait Nabil tout à l'heure, de l'accélération de l'information puis des technologies qui l'accompagnent, ça devient un challenge, peut-être même une contrainte d'avoir à constamment apprendre de nouvelles choses. Ouais. Mais en même temps, puis là, je prends une perspective bien large, là, mais tu sais, un peu darwiniste, c'est comme tu t'adaptes ou tu disparais. Là. Bon, il faut le dire avec des nuances, puis il ne faut pas que ça soit sauvage non plus. Puis je pense que dans la société, il y a des mécanismes pour s'assurer que ça ne se fait pas de façon sauvage. Mais en même temps, on peut pas nier ça, c'est le propre. C'est le propre de tous les êtres vivants, c'est de s'adapter, mais en même temps, on a cette faculté-là de s'adapter. Il faut l'utiliser, tout simplement. Nabil, Alex, un commentaire? Sorry, can somebody translate the question? Oh, right. Yes. The question was basically since Kimball, the business analysis is fundamental to analytics, and how do business analysis can position themselves as expert when you look at the amount of data being collected now compared to before, and the increasing, we were discussing with Serge, the increasing speed of information being provided and technology digesting it, if you will. That's fair. I'll be honest, I'm not familiar with Kimball. Can somebody elaborate a little bit? I was just making a bridge between old way of looking at data warehouse and then the new view. If the question is speed, I would say sometimes that's also a problem in that we're a generation of instant answers and not thinking strategic long run. I have seen that, and I have to admit that data-driven solution does facilitate very quick responses, but at the same time, I think it takes the right mix of business analysis thinking to look at things holistically and to look at projects
in the long-term strategies and companies to look long-term strategies, not to become short-sighted just because data provides you instant answers. That's how I would answer that question. That's interesting. Nabil, quelque chose à dire? Data is data. You know, like data by itself doesn't do anything. It's what we decide to do with it is what matters. And this is where the role of the data scientist, the data analyst, and those who ask for it on the business side through the business analyst becomes very important. Everybody is trying to go, let's go real time as much as possible. Everything has a cost attached to it too. So we need to look at that angle and at all the business processes that need to change to adapt to it, and even to ourselves. You know, just having data on a minute by minute basis or second by second basis, is there an advantage to it? In some cases, the answer is yes. If you're doing surgery, you want, you know, microsecond type reaction between one place and another. But if you're, you know, for certain things, you know, like being slow doesn't matter. But and these are all decisions that have to be made along the way, because for each thing, each decision you make, you need a certain architecture that goes with it, and these architectures cost money and cost money to process this data. So data for the sake of data is just what I would use the word, you know, having a supermarket full of stuff. Whereas what our role should be is, what meals do we want to create, and from there choose the ingredients that we need and, you know, the freshness required. So these are roles that, this is the role of the people, I would use the word, that we talk to, you know, the data analyst and the data and the business analysts. And there has to be a decision at a higher level, which is on the strategy side. Excellent. Alex, rebuttal? You're nodding. No. It's just 100% accurate. Okay. Just, and it's actually great to hear all these different perspectives. Excellent. To help you guys, I send the questions. Je vous ai envoyé les questions par email si vous voulez les consulter, parce que ça va trop vite. Alors, en se rappelant qu'il y a quelques années, les spécialistes n'imaginaient pas qu'il serait possible d'avoir des voitures autonomes. Déjà, sommes-nous en mesure d'imaginer quelles sont les choses que nous pourrons prédire grâce à l'analytique d'affaires dans les prochaines années? Et encore une fois, comment les analystes d'affaires peuvent-ils se positionner pour être présents lorsque ces nouvelles choses qu'on ne peut pas encore imaginer arriveront? C'est une question de science-fiction, si on veut, ou d'anticipation. Oui, mais je pense que c'est une question intéressante, c'est une question inéluctable aussi. Là. Moi, je suis convaincu que, en tout cas, c'est clair pour moi qu'on ne peut pas tout prédire. On peut prédire les quelques prochaines années, mais comme je l'ai dit, qui aurait prédit il y a 40 ans, 50 ans que la photographie, ça aurait plus rapport à la chimie, que la musique, ça serait quelque chose qui est complètement immatériel puis que tu peux consommer à demande n'importe où tu te trouves avec un appareil qui fit dans ta poche. Il y a plein de choses, puis aujourd'hui, c'est une réalité, puis tout le monde l'apprécie, puis tout le monde trouve ça normal. Fait que c'est clair pour moi que il y a beaucoup de choses que l'analytique prédictive nous réserve qu'on n'est pas en mesure de prédire. Et ça me ramène un peu à tantôt se tenir à jour puis suivre l'évolution. Mais aussi, s'assurer que ça reste pas, cette technologie-là ne reste pas entre guillemets, la propriété de juste un petit groupe. Mais moi, je pense que c'est la société qu'il faut qu'il s'en saisisse dans son ensemble pour être capable de donner une direction à ça. On le fait, puis Louis-Charles, tu mentionnais tantôt les enjeux aujourd'hui avec la confidentialité des données, ces choses-là. Puis on s'apprête cet automne ici au Québec à le faire avec le projet de loi 64. Là. Moi, je suis très, très curieux d'entendre les débats politique qu'il va y avoir autour de ça parce que ça va avoir des implications concrètes pour tout le monde dans la société. On n'est pas les premiers. Les Européens y ont pensé avant. On sait que chez nous, le projet de loi est assez inspiré de GDPR en Europe. Mais il reste qu'on va y mettre notre réflexion à nous, avec notre culture à nous. Et c'est en prenant l'ownership collectivement
de cette technologie-là, pas juste par des experts ou des spécialistes, qu'on va arriver à donner un sens, à faire un sens, puis à donner une direction constructive à cette nouvelle technologie. Quelque chose à dire, Alex, Nabil? Alex first. Alex? Sorry, I'll need somebody to translate the question. Okay. I sent you realize I sent it in an email. Sorry, I didn't receive that email. Oh, sorry about that. That's okay. So considering that not that many years ago, we were not even able to imagine that cars could drive themselves. Okay. Are we able to measure or to imagine what we will be able to predict using data in the future, and how can we position ourselves, ahead or at least at the forefront of this wave of new things? And I'd love to hear somebody suggest new things that we might be able to predict in the future. I don't know if I can answer that question, but the best I would say is that I think it's something Nabil pointed out. Everything is just process and data. And there's all these new technologies coming in and all these new buzzwords, but at the end of the day, it's just process and data and people behind it designing great ideas. So like I said, nobody ever imagined self-driving cars, but at the end of the day, it's just algorithms deciding all the moving factors and coming up with a design. But it's not, like I hear these terms, artificial intelligence and business intelligence, and one thing that we stress at our organization is there'll always be all these new terms and all these new, but that will continue. 10 years there'll be something new, 10 years there'll be something new, but at the end it's just process and data. I would say just remember to keep things simple. That's how I'd phrase that answer. Okay. Nabil? The way I see it is the imagination, actually, we already are seeing a lot of new ways of doing things. When you talk about machine learning, let's not talk about artificial intelligence, let's focus more on the machine learning side of things. There are many applications out there. The biggest issue is how do you, if you're working in a traditional way of doing things or in the current way of doing things, and somebody tells you about these new ways of doing things, how do you bridge the gap to understand how it is, changing the paradigm that you're the ones that you're using today to do things? It's a very challenging problem for people, because when we talk about machine learning and how we do a machine learning algorithm, and how we take some data and we generate outputs from it, and the different applications that you can have, people's mind just goes like, doesn't work. They try to fit it into the current way of doing things, and it just doesn't work. Whenever if you want to take it, the smartphones came out, there was a big transition for those who were using traditional phones to the iPhone, and to if you want to go even to the BlackBerry and then to the iPhone. There was all those transitions took a big switch upwards. Even reading on a tablet or on an iPad takes us a new way of doing things. It's not just a question of having a scanned version. Now you can do a lot more there. And this is where people's imagination suffers, because you don't always see all the different possibilities. And my opinion on this is that you have to help people by giving them a lot of examples and explaining what's different about it. Like, if you want to have machine learning, you cannot do it using existing processes to develop software. Well, in some companies, yes, the answer would be yes, but in general, the answer is no. If you have a very traditional way of doing things, you're using a waterfall methodology, and then you say, let's do machine learning, you may hit the wall very quickly. Might, and I'm going to use that term lightly. So we have to be careful about not just the technology itself, but what it can do, and then help people see all these examples, and eventually the mind will go towards, okay, well, this becomes the new baseline of how we do things, and now we can go to another plateau or another way of looking at things. And this is what I see as a big challenge, even as an educator, when we talk about these topics. Ok, merci. Est-ce que j'ai le temps pour une autre question, Dulcie?
Je me demandais juste si je pouvais poser nos questions, vu le temps. Oui. Oui, OK. Oui, tu as une question. Tu as le temps, excuse-moi, tu as le temps d'une question, mais très brève, peut-être 2-3 minutes maximum. Okay. Merci Louis-Charles. Merci. OK. Alors, à tous les trois, à ce moment-là, la question que Serge a soulevée à propos de l'éthique, qu'on a soulevé un peu tout ça, à propos de l'éthique des données, je trouvais intéressant ce que tu suggérais. Alors, j'aimerais ça entendre les autres parler de ça. Qu'est-ce que vous pensez des problèmes d'éthique que représente la récolte de toutes ces données-là et de leur utilisation? Et comment est-ce qu'on peut empêcher qu'elles appartiennent seulement à des grosses corporations? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Well, from my perspective, the first thing is there has to be a discussion at the society level and in the corporations about what is acceptable and what isn't. You know, the fact that Facebook has all of your data is, you know, like some people might view it as good or bad, but there has to be a discussion about it. And then what is acceptable, what isn't, and what can people do and what can't they do? The discussion itself will allow us to make those other decisions. And in Montreal, we're very well set up to do that. We have a lot of institutions and groups talking about, there's a Montreal Declaration, there's a Montreal Artificial Intelligence Ethics Group, there's other ones that are out there that are talking about this and creating this discussion. And we should be part of it. Right. Excellent point, Nabil. I concur entirely with your argument, and that's why I'm eager to see what will happen with Bill 64 this fall, because that's a really great opportunity for the whole society in Quebec, at least, to take ownership of this. I would say, yes, take ownership of this issue, but also take ownership of the opportunity, because it's not just an issue, it's an opportunity, and there are many trade-offs, and that's a good way. If it is at the point where it is a project and it is something to become a law, it's a good sign. It's a sign that it's the whole society that is taking ownership of it. I'm assuming that the question was something to do with privacy, data protection, along those lines? Yes. I would think, from what I've seen, it's just well communication. Like I've been in so many conversations where people will say, I was talking about, I'm thinking about buying a car, and then all of a sudden my phone says, you know, gives me an advertisement for a car, and they feel like, you know, somebody's watching me or the government's trying to control me. I would say just a little bit more communication to understand, you know, to make it clear that we're just using analytics, but we're not trying to impose on anyone's privacy. I think everything just needs to be aligned between the people who are designing these solutions and the intended users, just better alignment between all of us. And that, I think, is the role of the business analyst, to keep this alignment. Alors, je pense que c'est un excellent mot de la fin, parce que toutes ces questions d'éthique sur le big data et que l'analytique utilise devraient permettre aux analystes d'affaires, les analystes d'affaires devraient permettre au public et aux gens qui l'utilisent de mieux comprendre. Et ce serait un rôle de l'analyste d'affaires de s'assurer que l'information qui circule à propos de ça est utilisable pour prendre des décisions par les gens qui peuvent les prendre, qui doivent les prendre. Alors, merci beaucoup tous les trois d'avoir participé à la présentation, d'avoir participé au panel. Vos présentations étaient excellentes. Alors, moi, j'ai adoré les regarder. Je les ai regardées 2 fois chaque pour être certain d'avoir bien compris. Et je pense que c'est vraiment excellent. Merci. Merci Louis-Charles de ton travail excellent de mener cette discussion avec nos 3 spécialistes. Merci à Alex, Serge et Nabil pour vos idées. On a vraiment apprécié que vous nous aidez comme BA à rester à l'affût de tous les nouveaux développements, de tout ce qui est nouveau, de rester à jour avec les tendances. And we learned quite a few things today, making sure that we keep things simple, giving a lot of examples to help our stakeholders understand what's behind the data. So we really, really appreciated all your insights. Thank you so much.